Bonjour et bienvenue pour cette webconférence de rentrée de l'Union patronale du Var. Les mesures mises en place par le gouvernement au cours de la période de crise liée au Covid-19 ont été massivement utilisées par les entreprises. Aujourd'hui, le gouvernement déploie des contrôles a posteriori. D'où le thème de cette webconférence sur la préparation des contrôles sociaux et fiscaux. Cette webconférence vise à répondre à quelques questions, notamment comment sont organisés, quels sont les documents à préparer en vue de ces contrôles, quels sont les axes de contrôle, sur quels conseils est possible aux entreprises, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Donc, pour répondre à ces questions, nous accueillons Maître Claire Rouillet, qui est avocate en droit social au cabinet Barthélémy, et Maître Marie Serra, qui est avocate fiscaliste au cabinet ESAC et Associés. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat et je crois qu'on commence tout de suite avec vous, Maître Claire Rouillet, sur la question des contrôles sociaux. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons aborder la question des contrôles sociaux suite à cette période de crise. Donc dans un premier temps, il est nécessaire d'aborder en fait le contexte. Le contexte sur donc la diapo qui doit arriver, effectivement le contexte de ces contrôles sociaux. Il faut savoir que face à la période de crise sanitaire qui était sans précédent, il y a eu un afflux important des demandes, notamment des demandes au titre de l'activité partielle. Pour information, donc on vous a mis le chiffre, 11 millions de salariés étaient concernés par le dispositif d'activité partielle au 4 mai 2020. Le coût total de l'activité partielle, juste pour savoir, au 30 juin 2020, ça représentait 30,8 milliards d'euros. C'est un système qui a été automatisé, qui était basé uniquement sur les déclarations faites par les entreprises et qui génère un volume financier très important. Pourquoi? Parce que le système a été amélioré pour l'indemnisation des salariés et le reste à charge pour l'employeur a été également diminué. Ce système qui était basé uniquement sur des déclaratifs génère aujourd'hui un contrôle. Donc le mot d'ordre était confiance a priori, contrôle a posteriori. On a deux instructions qui ont été adoptées par le ministère du Travail, donc une instruction du 5 mai et une autre du 14 mai, qui vont cadrer ce plan de contrôle a posteriori. Donc, on peut enchaîner. Le contrôle a posteriori, il repose sur deux objectifs. Le premier est celui de la lutte contre la fraude. Et le second objectif, celui de la régularisation des demandes d'indemnisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que en faveur de la lutte contre la fraude, le ministère du Travail a illustré ce qu'est la fraude à l'activité partielle. Donc, je vous ai mis quelques exemples, mais si l'on résume, on a le cas des salariés fictifs, donc ceux qui ont été déclarés en activité partielle qui n'ont jamais été salariés de notre structure, le cas des salariés en activité partielle mais qui télétravaillaient, le cas du salarié qui est en activité partielle parce que son cœur de métier a été impacté par la situation sanitaire. Voilà, ces exemples sont là pour illustrer la fraude. Ce qu'il faut savoir, et ça on va pouvoir le voir sur la prochaine diapo, c'est que les directs vont être mobilisés dans le cadre de ce dispositif de contrôle. Et elles vont devoir distinguer deux hypothèses. Celles qui ont été de bonne foi, les entreprises qui ont été de bonne foi, mais qui, vu qu'il ne s'agit pas de leur métier et que c'était quand même un système complexe, ont commis des erreurs dans le cadre de la demande d'activité partielle ou de l'indemnisation, et les entreprises qui ont eu la volonté de frauder. Juste un petit chiffre d'introduction, sur les 3000 premiers contrôles qui ont été diligentés par la Directe, ce qu'il faut savoir, c'est que 850 entreprises ont été identifiées comme frauduleuses et que 4 procédures pénales pour escroquerie ont été diligentées. Sur les caractéristiques de la fraude, donc le ministère du Travail a mis en évidence deux types de comportements frauduleux et donc comme je vous le disais tout à l'heure, la fraude quand on met un salarié en télétravail et qu'on demande une indemnisation pour lui et également la fraude sur l'indemnisation. Le contrôle, sur les modalités de contrôle, comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, c'est un contrôle a posteriori. Le contrôle est assis sur 3 piliers. Donc, il va être possible de réaliser un contrôle sur la base d'un échantillonnage.
sur la base des données qui seront fournies par l'ASP, donc qui gérait la partie notamment indemnisation, mais aussi sur la base des signalements déposés auprès de la directe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les CSE, les syndicats et l'ensemble des salariés ont été invités à signaler toute dérive au titre de l'activité partielle. Et la directe prendra en compte ces signalements et agira de manière rapide. Sur le plan de contrôle, 3 types de vérification. On va croiser les données administratives, donc les données DSN, les données ASP, mais aussi, et on le verra, les données issues d'autres administrations. On a un contrôle sur pièce. Donc ce contrôle va mobiliser les vacataires qui ont été recrutés par le ministère du Travail et un contrôle sur place. Le contrôle sur place, qui est également appelé contrôle complémentaire, peut être diligenté dès lors que le contrôle sur pièce a mis en évidence un cas de fraude complexe qui dépasse quelque part la compétence et les pouvoirs que détiennent ces vacataires recrutés par la directe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du contrôle complémentaire, l'inspection du travail a des pouvoirs qui sont très étendus. Et je vous ai mis un exemple. Ils peuvent contrôler de jour comme de nuit. Ils peuvent auditionner en tout lieu et donc notamment débarquer au domicile de l'employeur. Et également, ils vont pouvoir solliciter des informations, et on le verra par la suite, de la part des salariés. Alors, quelles vont être les entreprises qui vont être concernées par ces contrôles sociaux, contrôles a posteriori de l'activité partielle? On voit que 3 types d'entreprises vont être ciblées. Celles qui ont sollicité un taux horaire élevé, donc des grosses demandes d'indemnisation. On a également celles notamment du BTP. Pourquoi le secteur a été fortement consommateur d'activité partielle et donc le ministère du Travail veut contrôler l'utilisation des sommes. Et on a aussi les entreprises dites de conseil avec un fort taux de cadre pour lesquelles en fait le télétravail était possible. Et donc l'inspection du travail, la directe et le ministère veulent contrôler que les demandes d'indemnisation ne sont pas là pour quelque part contourner le système. Alors, l'organisation du contrôle par l'administration. Il faut savoir qu'on a 2 types de contrôle. Le contrôle de la demande d'activité partielle, à savoir est-ce que l'employeur a bien fait de recourir à cette activité partielle. Dans ce cadre-là, on va contrôler toutes les étapes du raisonnement qui ont mené à l'activité partielle. On va contrôler le respect de la procédure et on va aussi s'assurer que l'activité concernée était bien impactée. Donc ça sera très simple pour l'ensemble des secteurs qui étaient visés par une mesure administrative imposée par le gouvernement, type HCR, enfin plus particulièrement les restaurants, les bars. Ça sera bien plus simple. Pour les autres activités, il faudra mettre en exergue en fait l'évolution significative d'indicateurs économiques et également les conséquences de la crise sanitaire sur l'activité. On a un deuxième type de contrôle, le contrôle de l'indemnisation. Et donc c'est là où on va rentrer dans le détail. Est-ce que les heures chômées déclarées ont bien été indemnisées à juste titre et est-ce que les montants d'indemnisation correspondent à la réalité? Alors, dans ce cadre-là, sur le contrôle de l'indemnisation, que peuvent me demander les inspecteurs en charge du contrôle? Alors, on voit que généralement, les registres des entrées-sorties du personnel vont être demandés pour être sûr, s'assurer que les salariés concernés par l'indemnisation sont bien des salariés de ma structure. D'où l'importance de tenir à jour son registre des entrées-sorties du personnel. On a également tous les documents de décompte du temps de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur a une obligation de s'assurer du décompte du temps de travail de ses salariés. On peut avoir aussi une demande de transmission de l'ensemble des bulletins de salaire, puisque sur les bulletins de salaire doivent être détaillées les heures indemnisées, les heures travaillées, les taux qui ont été appliqués pour l'indemnisation et quelles ont été les sommes versées par l'employeur au titre du maintien de salaire ou lorsqu'il y a eu une indemnisation totale de l'activité partielle. On voit que le texte, et à savoir les instructions dont je vous parlais en préambule, précise que l'agent de contrôle peut également exiger d'autres éléments ou documents. Et c'est là que les pouvoirs de contrôle sont importants, puisqu'ils vont pouvoir avoir accès au planning, aux agendas, aux mails, et notamment le volume de mails qui ont été échangés sur les serveurs, également aux conversations WhatsApp, puisque bon nombre d'entreprises ont mis en place ça pour maintenir quelque part le lien avec leurs salariés. Donc tous ces éléments qui peuvent attester directement ou non d'un travail effectif vont pouvoir
être accessible aux agents de contrôle. Les salariés pourront également être entendus par les agents de contrôle. Donc, vous voyez que les pouvoirs sont très étendus dans le cadre de ces contrôles complémentaires qui seront mis en place par l'administration du travail. Alors, sur les sanctions encourues, on en a de deux types. La première, qui est rappelée sur cette diapo-là, ce sont les sanctions dites administratives. L'administration va pouvoir retirer sa décision d'autorisation du recours à l'activité partielle. Donc, on a un délai de 4 mois pour une telle sanction administrative et qui vient en fait sanctionner le fait que telle entreprise n'aurait pas dû pouvoir bénéficier de l'activité partielle puisqu'il ne s'agissait pas d'un secteur impacté par la crise sanitaire. Deuxième type de sanction, retrait de la décision administrative d'indemnisation. Effectivement, vous pouviez bénéficier de l'activité partielle, néanmoins, vous ne répondez pas aux conditions relatives à l'indemnisation et toutes les sommes qui vous ont été versées vous ont été indûment et donc nous vous retirons cette décision. Troisième type de sanction administrative, on a les sanctions qui sont celles de régularisation des demandes d'indemnisation payées. Donc, c'est là où quelque part l'erreur. Une entreprise qui a bénéficié d'une indemnisation indue, soit parce qu'elle s'est trompée sur la demande de remboursement effectuée par tous les mois, soit de manière vraiment non consensuelle, enfin pas forcément dans un sens favorable ou défavorable, d'ailleurs ça peut être. Là, ça sera vraiment cette hypothèse-là sur les demandes d'indemnisation payées. On a aussi une sanction administrative qui est celle de l'exclusion pendant 5 ans de l'ensemble des aides publiques. Donc ça, c'est en cas de fraude. Et ensuite, on a le constat de PV d'un délit qui pourra donner lieu à une sanction pénale. Donc les infractions délictuelles qui peuvent être constatées dans le cadre de ces contrôles sociaux. On a le premier, c'est celui du délit d'entrave. Délit d'entrave, effectivement, pourquoi? Parce que lors de la mise en place de l'activité partielle, il y a eu un assouplissement au niveau de la consultation du CSE, puisque lors de la mise en place de l'activité partielle, l'employeur avait jusqu'à 2 mois postérieurement à la demande pour recueillir l'avis du CSE dans le cadre de cette mise en activité partielle. Néanmoins, ça veut dire qu'il faut quand même le faire. Et bon nombre d'entreprises peuvent avoir omis cette étape. Donc, ça peut donner lieu au constat du délit d'entrave au CSE. On a également le délit d'escroquerie, qui suppose en fait des manœuvres frauduleuses de la part de l'employeur et vraiment une volonté de frauder au dispositif. On a le travail dissimulé qui est un délit plus classique qui notamment peut donner lieu à un contrôle URSSAF et à vraiment un redressement sur cet aspect-là. Donc le travail dissimulé, juste pour rappel, il s'agit vraiment de l'hypothèse où des salariés ont été en activité partielle et l'employeur a pris le soin de minorer les heures travaillées sur les décomptes ou sur le bulletin de salaire. Donc, c'est vraiment un délit qui est plus classiquement reconnu. Et on a aussi le délit de fraude ou de fausse déclaration. Au-delà de ces délits, juste pour vous donner une petite information, il y a eu également des fraudes à l'activité partielle dans le cadre de l'usurpation de l'identité de certaines entreprises. Et le 6 juillet 2020, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour escroquerie et blanchiment en bande organisée qui concernait 1070 sociétés et pour plus de 1,8 million d'euros. Donc, on a des infractions délictuelles qui résultent quelque part d'une action de l'entreprise, donc d'une certaine volonté de contourner le système, mais aussi on a eu l'escroquerie en bande organisée quelque part et sur l'usurpation d'identité. Donc, on a aussi l'hypothèse d'une entreprise qui n'a pas agi volontairement. Bref, on vous parle des contrôles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir et penser d'ores et déjà à les anticiper. Et les anticiper comment? Il faut s'y préparer. Là, c'est un premier retour sur les contrôles qui ont été diligentés par la Directe et on voit que les éléments qui sont sollicités par la Directe concernent principalement les justificatifs détaillés précisant l'impact de la crise sur l'activité. Donc, pourquoi, quel a été le cheminement lors de la mise en place de l'activité partielle, pourquoi je l'ai fait. Et aussi, on a des documents très normés, quelque part, et on vous demande généralement copie des bulletins de salaire, des plannings, des accords d'entreprise qui
mettent en exergue la durée du travail au sein d'une entreprise, le contrat de travail des salariés, également tout le justificatif lorsqu'on a voulu individualiser l'activité partielle, ou tous les justificatifs qui mettent en évidence, vous savez, auparavant, nous avions le système d'arrêt maladie pour garde d'enfants et ensuite ces salariés-là ont basculé dans le dispositif d'activité partielle. Donc, tous les justificatifs en lien avec cette situation particulière de salarié. Également, donc, les PV de CSE relatifs à l'activité partielle. Ça, c'est des documents qui sont généralement demandés par la directe, outre les aspects d'ailleurs DSN. Donc, pour se préparer au futur contrôle, à notre sens, il y a lieu de commencer à réunir deux grandes catégories de documents. Ceux qui sont de nature à justifier le taux horaire sur la base duquel vous avez sollicité une indemnisation, donc notamment les bulletins de salaire, mais également tout ce qui est relatif au contrat de travail, aux accords d'entreprise. Donc, si à ce stade, vous vous rendez compte d'une erreur sur les bulletins de salaire, un bulletin de salaire qui n'est pas conforme, nous vous recommandons de régulariser la situation et d'établir un document distinct qui reprendra les informations qui sont requises par l'administration. On a également les documents qui sont de nature à faire apparaître l'arrêt ou la diminution des heures, donc tout ce qui est l'impact sur l'activité d'un salarié de la situation sanitaire, donc tout ce qui est planning. Là, nous vous recommandons d'établir un document précis du temps de travail pour chaque salarié et d'avoir un suivi important du temps de travail pour chaque salarié. Alors, notamment pour les salariés en télétravail, il faudra pouvoir vous ménager la preuve de ce que vous les avez bien sensibilisés sur « tu ne dois pas travailler à hauteur de 4 jours par semaine, tu dois respecter des plages d'activité, des plages de déconnexion et tu te dois de suivre et de tenir compte de cette réduction du temps de travail qui t'est imposée. » Donc, dans ce cadre-là, le maître mot, c'est quoi? C'est l'anticipation. Donc, dans un premier temps, vous devez vérifier les déclarations que vous avez adressées à l'administration. Comment a été motivée votre demande d'activité partielle? À quelle hauteur vous avez sollicité des indemnisations chaque mois? Et pour, par la suite, dresser un état des lieux. Dans le cadre de cet état des lieux, également, attention, vraiment, faites preuve de bonne foi. Si une erreur apparaît, dans ce cadre-là, régularisez la situation. Signalez-le au contrôleur en mettant en exergue, dans le cadre de la préparation du contrôle et lorsque nous avons rassemblé les éléments que vous nous avez demandés, il apparaît une erreur. Donc, nous souhaitons la régulariser. Prenez contact avec l'administration et, comme je vous l'ai dit, rectifiez le cas échéant les demandes d'indemnisation. Également, mettez en évidence le fait que une organisation du travail qui a été arrêtée au début de la crise n'a pu ne pas être suivie, puisque les contraintes ont pu évoluer au cours du temps. Donc là aussi, si l'organisation arrêtée n'a pas été suivie tout au long de la période de crise et tout au long de la période d'activité partielle, faites preuve de bonne foi, signalez-le à l'administration pour qu'une solution consensuelle puisse être trouvée. Anticiper le contrôle, c'est par la suite le gérer. Donc, ne jamais faire obstacle à un contrôle de la part de l'administration du travail, puisque effectivement, ça peut être très compliqué. Ne pas faire obstacle au contrôle de l'administration du travail. En cas d'erreur, comme je vous l'ai dit, procéder à une régularisation. Claire, oui, pardon, une petite question qui est posée, puisqu'on est dans le cadre de la préparation du contrôle. Les organisations ont un petit peu été mises à mal pendant la période de confinement. Une entreprise qui a fait le choix de recourir à l'activité partielle à mi-temps. C'est-à-dire, donc, la personne travaille à mi-temps à temps partiel, enfin, était en activité partielle, et l'autre mi-temps était en télétravail. Est-ce que ce devait être impérativement des horaires blocs ou alors est-ce qu'on pouvait avoir un volume d'heures dans la journée? Alors, on pouvait avoir un volume d'heures dans la journée, et ceci doit apparaître sur le planning qui a dû être mis en place. Donc, l'idée est d'identifier dans le cadre du contrôle une sorte de planning avec, par exemple, c'est tous les matins que vous allez travailler, le reste, vous serez en activité partielle, mais il faut un document de contrôle, un document qui matérialise l'organisation qui a été choisie par l'entreprise. Alors, il y a une autre question. Oui, excusez-moi. Sachant que si jamais il y a eu un débordement, si vous voulez, c'est pas non plus
une catastrophe. Dans ce cadre-là, l'employeur doit prouver quelque part sa bonne foi et les garde-fous qu'il a pris dans le cadre de l'organisation du télétravail et de l'activité partielle. C'est un peu le même régime que celui des heures supplémentaires en cas de contentieux. Il faut prouver quelque part que j'ai sensibilisé sur le fait que tel salarié ne devait pas travailler l'après-midi. J'ai alerté. Il y a une autre question sur le délai de réponse. Délai de réponse suite quelque part au mail qui est envoyé, parce que effectivement l'administration, ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est important, vous contacte principalement par mail. Il faut répondre dans un délai raisonnable, c'est pas encadré par les textes. Beaucoup de mails ont été envoyés pendant la période estivale et notamment aux alentours du 15 août. Il faut commencer à s'inquiéter d'y répondre maintenant. Il n'y a pas de délai fixé par les textes. Alors, il y a encore une question, je ne sais pas si la réponse viendra après. Dans l'hypothèse, ou plutôt dans la situation où un salarié a continué à travailler de sa propre initiative, du coup, il va recevoir certains éléments dans les éléments de contrôle. Comment ça se passe? Comment il faut le gérer? Alors, comment le gérer? Il faut mettre en évidence, comme je vous ai dit, les garde-fous qui ont été pris par l'employeur pour limiter cette situation. Si vous voulez, on va raisonner un peu par analogie avec la situation des heures supplémentaires. Quand on a un contentieux sur les heures supplémentaires qui sont demandées par un salarié, l'employeur, généralement, indique clairement que les heures supplémentaires sont à sa main. C'est-à-dire que seule la situation où il les commande, elles ne seront valorisées que ces heures commandées ne seront valorisées que comme des heures supplémentaires à ce moment-là. À l'inverse, un salarié dit, on m'a laissé faire. Et là, si vous voulez, on va se baser un peu sur la même chose. Est-ce que l'employeur a sensibilisé? Est-ce qu'il a laissé faire? Est-ce qu'il en avait connaissance? S'il y a eu un recadrage, l'employeur ne sera pas sanctionné par rapport à ce débordement causé par un salarié. Mais il faut vraiment mettre en évidence quels ont été les garde-fous pris par l'employeur. Après, c'était une situation inédite, donc effectivement, il faut pouvoir s'adapter et les contraintes ont évolué au cours du temps. L'administration en est consciente. Donc, par la suite, on peut peut-être aborder le volet fiscal avec Marie. Allez, allons-y. Alors, comme on le rappelait en préambule, en effet, il y a pas mal de mesures qui ont été adoptées pendant cette crise sanitaire pour aider les entreprises à contenir leur endettement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter de manière synthétique celles qui doivent recevoir un traitement comptable et fiscal particulier et approprié cette année. Donc la première mesure qu'on va évoquer, c'est la question des abandons de loyer, puisqu'il n'a pas dû vous échapper que la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 incite les bailleurs à consentir des abandons de loyer pour aider les locataires à contenir leur endettement. Donc c'est une mesure qui ne concerne que les bailleurs dont les preneurs sont des professionnels, donc on n'est que sur l'entreprise, le bail d'habitation est exclu. Et en fonction donc de votre régime fiscal, il va y avoir un traitement particulier à adopter. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que par contre, la mesure ne s'applique que s'il n'y a pas de lien entre le bailleur et le preneur. Donc par exemple, si vous avez une identité d'associé ou une SCI, une SARL par exemple, avec des participations croisées, on rebascule dans le régime de droit commun. Donc du côté du bailleur, pour commencer, si vous êtes un bailleur imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, en régime créance acquise, vos abandons de loyer seront déductibles de votre bénéfice net imposable sans avoir à justifier de l'intérêt économique indépendant. En droit commun, vous êtes obligé, pour pouvoir le déduire, de justifier d'un intérêt économique pour l'abandon. Si vous êtes un bailleur imposé dans la catégorie des revenus fonciers BNC, là vous ne serez pas imposé sur les revenus non perçus et vous conservez le droit de déduire les charges attachées aux revenus. Donc l'intérêt, c'est que contrairement au régime de droit commun, il n'y a pas à justifier des difficultés économiques et financières du locataire. En temps normal, en effet, le bailleur doit constituer un dossier pour pouvoir justifier en cas de contrôle l'abandon. En ce qui concerne les locataires, l'abandon de loyer leur permet de venir majorer le plafond du déficit reportable. Donc concrètement, ça va bénéficier en pratique aux locataires qui avaient un déficit né au titre d'un exercice clos avant le 15 avril 2020 et qui réaliseront un bénéfice fiscal au titre d'un exercice clos après le 15 avril 2020. Je rappelle qu'en fait, au niveau des déficits reportables, vous avez le droit, quand vous faites report pas de carry-back, d'imputer votre déficit dans la limite d'1 million par an, majoré de 50% du fraction
de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond. Donc, en fait, ça permet de majorer le plafond du déficit reportable. Donc, en effet, au cas par cas, voilà, à la clôture, il faudra bien apprécier le régime fiscal et le traitement fiscal et comptable de l'abandon. Alors, en ce qui concerne l'immobilier, quelques précisions aussi sur les provisions, puisque si vous avez des immeubles inscrits à l'actif de vos bilans, vous pourriez être tenté de passer une provision au titre de l'exercice parce que vous avez eu des impayés, que la valeur locative de votre bien a baissé. Donc ça, je vous invite à prendre conseil avant votre clôture d'exercice, parce que l'opportunité de la provision doit être appréciée compte tenu des plus-values latentes qu'il y a sur les biens. Puis si vous avez un nouveau bail en prévision en 2021, l'intérêt pour passer la provision peut ne pas être confirmé. Donc bien apprécier ça avec vos conseils. Et enfin, pour finir sur l'immobilier, vous savez que si vous avez des immeubles inscrits à l'actif de votre bilan, si vous êtes par exemple en SCI à l'IS, vous pouvez amortir votre bien. Donc par rapport à l'amortissement des immobilisations, le Covid n'est pas considéré comme un événement qui justifie que vous modifiez votre méthode d'amortissement. Sauf si, dans certains cas particuliers, par exemple, vous exploitez une compagnie aérienne. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'adhérents de l'UPV qui exploitent des compagnies aériennes. Donc, voilà, donc pas de modification dans la méthode d'amortissement. Ça, c'était des précisions sur lesquelles on pourra échanger peut-être après, voilà, qui ne sont pas forcément reprises sur les slides. Alors après, je voulais évoquer la suspension des délais, puisqu'il y a une ordonnance du 25 mars 2020 qui crée une sorte de période juridiquement protégée entre le 12 mars et le 23 juin pour tout un tas de délais, notamment des délais qui vous sont imposés pour respecter des engagements. Donc par exemple, alors, il y en a beaucoup, on pourra les évoquer par la suite, mais par exemple, si vous avez acheté un bien il y a moins de 5 ans sous le bénéfice de l'article 1115 du CGI, donc ça c'est quand vous êtes assujetti à TVA, et vous achetez avec une exonération de droit de mutation en prenant l'engagement de revente dans les 5 ans, voilà, là vous avez une suspension, vous bénéficiez de la suspension de délai, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous reprocher, pour faire simple, de ne pas avoir respecté votre engagement de revente s'il expirait pendant la période juridiquement protégée. Alors, il y a d'autres délais. C'est vrai que l'administration a beaucoup commenté cette suspension de délai. Mais par exemple, il y a certains d'entre vous qui peuvent être concernés. Si vous aviez vendu une de vos sociétés sous le bénéfice du régime de l'apport cession, en fait, qui vous impose de remployer 50 ou 60% du prix de vente dans une activité économique opérationnelle dans les 24 mois de la cession, bon, ben là, vous bénéficiez de la suspension. C'est-à-dire qu'on ne viendra pas vous reprocher de ne pas avoir employé, respecté votre emploi pendant cette période protégée. Pareil pour les attestations au titre du régime du trade ou les engagements pris dans le cadre des dispositifs de réduction d'impôts, les Duflo, Pinel de Normandie, Cellier, Sensi-Bouvard. Là, pareil, le délai, vous bénéficiez de la suspension de délai. Une précision aussi sur le délai de reprise de l'administration fiscale. Là, le délai est différent. Je ne voulais pas en mettre trop dans les slides, mais il faut quand même en parler. Donc, le délai de reprise de l'administration, il est suspendu pour une période de 165 jours. Donc, ça n'expire pas au 23 juin, c'est au 24 août. Donc, ça ne vaut que pour l'année qui se prescrivait au 31 décembre 2020. Mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple, si l'administration voulait vous notifier un redressement au titre de l'IRPP 2017, un peu sur le revenu, elle aura jusqu'au 14 juin 2021, au lieu du 31 décembre 2020. Donc ça peut avoir un impact sur toutes les impositions qui devaient se prescrire au 31 décembre 2020. Donc là, pareil, si on vous notifie un redressement, prenez bien conseil, parce qu'il se peut qu'il y ait soit des règles de prescription spéciales qui puissent s'appliquer, soit des ajustements à opérer. Alors ensuite, je voulais dire quelques mots sur le règlement des dettes fiscales qui sont nées pendant la crise sanitaire, puisqu'il y a un décret et un arrêté qui ont été publiés en août 2020, qui permettent aux TPE et PME qui rencontrent des difficultés pour acquitter leurs dettes fiscales de demander un plan de règlement spécifique, donc pour toutes les échéances des impositions dont les échéances sont intervenues entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020. Donc, il faut que l'activité ait débuté avant le 31 décembre 2019, que vous soyez à jour de vos obligations fiscales déclaratives, attester sur l'honneur que vous avez bénéficié aussi d'un étalement de paiement pour toutes vos dettes auprès de vos créanciers privés. Après, ça concerne tous les impôts recouvrés par la Direction générale des finances publiques et ça ne peut pas s'appliquer par contre aux impositions qui ont été mises en recouvrement suite à un contrôle fiscal. C'est un plan qui peut être étalé sur 36 mois et au-delà de 12 mois, on vous demandera de constituer des garanties, un peu sur le même dispositif que sur le paiement.
en contrôle fiscal. Voilà. 2 mots aussi sur les aides qui ont été versées au TPE par le Fonds de solidarité. Voilà, sachez qu'il y aura des contrôles a posteriori. Elles sont insaisissables depuis le 27 mars et exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, mais il va y avoir des contrôles sur les déclarations qui ont été faites pour y avoir droit, et la Direction générale des finances publiques pourra solliciter la restitution des sommes versées s'il y a des irrégularités qui sont constatées. Donc attention à ce qui a été déclaré. Alors ensuite, je trouve intéressant de partager avec vous quelques réflexions sur la pratique actuelle du contrôle fiscal. Donc, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du contrôle fiscal, ce que ça représente pour l'État comme recette, les derniers chiffres collectés datent de 2018. Donc, sur 2018, le contrôle fiscal a permis à l'État de récolter 8,7 milliards d'euros en redressement, en global, hein, que ce soit des redressements entreprises, sociétés ou personnes physiques. Et nous, la région Sud-Est, avec la Réunion, on représente 8% de tous ces redressements, 718 millions d'euros en global. Voilà, donc ça c'était pour avoir quelques chiffres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale, quand elle choisit de contrôler, elle ne le fait pas par hasard. Elle a plusieurs sources d'informations. La principale source d'information de l'administration, ce sont les éléments que vous déclarez spontanément, donc toutes les déclarations fiscales, les IAS, les impôts de toute nature. C'est que tout se fait par voie dématérialisée maintenant, mais ça rend aussi pour l'administration le travail de recoupement beaucoup plus facile. Il faut toujours être prudent dans le cadre de la communication des pièces aux services fiscaux. Il y a aussi des sources complémentaires aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale elle a un droit de communication qui est très étendu, de plus en plus. Par exemple, elle peut faire des demandes de renseignements auprès de vos banques quand vous faites l'objet d'un examen en situation fiscale personnelle. Voilà, elle peut obtenir des informations de la part d'un fournisseur d'une caisse, et si elle veut avoir des informations sur votre système de caisse. Enfin, elle a énormément de pouvoir au niveau du droit de communication. Il y a aussi beaucoup d'échanges d'informations qui sont devenus automatiques entre États. Ça, on en a un petit peu parlé à l'époque de toute la campagne de régularisation des avoirs à l'étranger. Il y a beaucoup d'échanges entre États. Aujourd'hui, quand vous aviez des avoirs non déclarés en France qui étaient détenus à l'étranger, donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges, surtout entre États membres de l'Union européenne. Les sources judiciaires aussi, hein, il y a le parquet financier. La fraude fiscale, c'est une infraction pénale, donc il y a beaucoup d'échanges d'informations à ce niveau-là. Et puis il y a aussi toutes les obligations nouvelles mises à la charge des plateformes numériques, par exemple Airbnb, Le Bon Coin, tout ça. Maintenant, il y a tout un échange d'informations qui se fait. Et le data mining, voilà, qui est une évolution de la loi Finance 2020, qui en fait permet à l'administration, grâce à des algorithmes, de faire des recoupements, d'améliorer le ciblage et la collecte des données et de détecter plus rapidement les fraudes aussi. Donc voilà, donc il faut être prudent. Tout ce qu'on met, notamment sur Internet, n'est plus maîtrisable après. Donc attention à ça. Ouais, voilà. Alors, les préconisations pour bien préparer un contrôle fiscal. Donc, vous savez que depuis quelques années, on est sur un contrôle fiscal qui porte sur les comptabilités et la comptabilité informatisée. C'est une disposition du livre des procédures fiscales. Donc, quand vous avez un contrôle fiscal, un avis de vérification de comptabilité, on vous demandera toujours le fichier des écritures comptables, le fameux FEC. Donc, moi, je vous conseille de générer votre FEC après chaque clôture, avant le dépôt des IAS, et aussi au moment clé de votre entreprise, donc au moment de l'arrêté fiscal, dans le cadre du contrôle fiscal. Pareil, si vous êtes dans un processus de cession ou acquisition, dans le cas des due diligence, toujours faire une mise à jour de vos FEC. En cas de changement de système comptable également. Voilà. Après, il y a toujours des erreurs de la part de l'administration, donc il faut être sûr des fichiers qu'on communique. Les angles d'attaque récurrents au niveau du contrôle fiscal, ce qu'on peut constater en pratique, c'est qu'il y a en premier lieu, donc ça c'est des choses que j'ajoute à l'oral, c'est que c'est peut-être pas forcément, je vais pas voulu trop en mettre. Donc il y a la TVA, il faut faire très attention, toujours contrôler vos déclarations de TVA. Si vous avez de la TVA que vous avez déduite par anticipation, voilà, faire attention au taux, aux mentions obligatoires. Ça coûte 15 € par facture quand il manque des mentions obligatoires. Donc toujours être bien cadré par rapport à la TVA. Ensuite, il y a les problèmes de stock qui surgissent souvent dans les contrôles fiscaux. Donc il faut bien faire vos états de stock, détecter vos incohérences quand vous avez des quantités négatives.
faut toujours que ça cadre bien avec la comptabilité. Pas hésiter à croiser les quantités achetées et produites avec les fichiers d'achat et de vente. Bien valider vos passages au niveau des coûts aussi et bien valoriser, vérifier vos calculs parce que ça peut donner lieu à redressement. Les provisions aussi. Les provisions, on a souvent des problèmes au niveau dans les contrôles fiscaux sur les provisions qui ont été déduites. Donc, moi, je conseille à mes clients de bien documenter à chaque fois sur tous les dossiers. Ça évite de faire tout le travail au moment du contrôle fiscal. Donc, il faut bien valider vos modes de calcul et bien fonder de vos provisions, bien croiser aussi les quantités des sommes provisionnées. Si vous faites de la provision sur vos créances clients, faites des statistiques de retard de paiement pour avoir une documentation et être prêt en cas de contrôle fiscal à justifier ce que vous avez comptabilisé. Attention aussi au prix de transfert dans le cadre des prestations de services intra-groupe. Notamment au taux de marge, à la justification des prestations de services, au coût des refacturations, toujours bien documenté et être vigilant là-dessus. Et puis au niveau des immobilisations, toujours faire attention, bien cadrer au niveau des amortissements, bien valider sa méthode, les bases d'amortissement, parce que là pareil, ça peut donner lieu à rectification dans le cadre d'un contrôle fiscal. Alors, pour conclure, il y a quand même aussi un certain nombre de garanties qui doivent être observées quand vous faites l'objet d'un contrôle fiscal. Et c'est important de les avoir en tête parce que souvent, elles sont un petit peu laissées de côté par certains inspecteurs. Donc, le principe du contradictoire doit être respecté à tous les stades du contrôle fiscal, les opérations de contrôle, la réunion de synthèse, le recours hiérarchique, l'interlocution départementale. Il faut faire très attention à ça, aux échanges avec les inspecteurs, qu'il y ait bien toujours la contradiction qui soit respectée. Et puis, il y a quelques nouveautés qui sont issues de la loi ESSOC de 2018. Alors, le droit à l'erreur, qui vous permet, si vous reconnaissez une erreur dans le cadre d'un contrôle fiscal et que votre bonne foi n'est pas remise en cause, de bénéficier d'une réduction des intérêts de retard en cas de régularisation au cours du contrôle. Donc ça, il faut... Vous pouvez en bénéficier, mais il faut quand même l'apprécier avec prudence parce qu'il y a eu certains abus qui ont été révélés. Donc, être toujours assisté dans le cadre des contrôles fiscaux si vous envisagez de signer une régularisation dans le cadre des dispositifs du L62 du guide des procédures fiscales. Parce que des fois, il y a des inspecteurs qui ont pu essayer de faire accepter au client qui n'était pas assisté que c'était dans son intérêt, puis finalement, c'était pas forcément si intéressant que ça, puisqu'il n'y avait pas d'erreur. Donc, attention à ça. Et puis après il y a la garantie fiscale qui est issue également de la loi ESSOC, qui permet de considérer en fait si vous avez fait l'objet d'un contrôle et que l'administration a acté dans la proposition de rectification absence de redressement sur un point ou rectification sur d'autres points, mais pas sur ce point. Vous pouvez vous en prévaloir. Mais ça, il faut qu'on voit avec le recul comment est-ce que les contribuables vont pouvoir en bénéficier, puisque c'est vrai qu'il y avait déjà des garanties fiscales qui existaient avant la loi ESSOC, et il faut les apprécier avec prudence. Voilà. Donc après, il y a peut-être des questions. Je vais essayer de faire simple, mais peut-être. Alors, a priori, sur les aspects fiscaux, ça a été très clair parce qu'il n'y a pas de questions. Il restait une question concernant l'activité partielle, donc je reviens sur Claire, où l'entreprise doit solliciter le CSE, en tout cas demander un avis pour la mise en place d'activité partielle. Qu'en est-il lorsque l'entreprise fait moins de 11 salariés? Alors, il a été recommandé en fait de communiquer aux salariés les raisons de l'activité partielle et les modalités d'organisation. Donc, dans une entreprise de moins de 11 salariés, il était recommandé à l'époque d'échanger avec ses salariés, donc par la voie d'un courrier, par la voie d'une note de service. Donc, c'est sur ces aspects-là que l'administration sera attentive. Après, si vous êtes moins de 11 salariés, vous pouvez, en fournissant un document extrait de votre logiciel de paye, déjà on voit qu'on est moins de 11, et du coup, vous n'êtes pas soumis à cette obligation de consultation. Attention, ça ne vaut que pour les entreprises qui sont à jour au regard de leurs obligations relatives aux institutions représentatives du personnel. Je m'explique. Une entreprise où il y a plus de 20 salariés, on va dire, et qui n'a jamais mis en place CSE, pourrait être taxé de délit d'entrave à la mise en place des institutions représentatives du personnel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce contrôle de l'activité partielle peut être l'occasion pour l'administration de mettre en évidence d'autres
manquement d'un employeur. Alors, on va peut-être en profiter pour rappeler effectivement qu'un webinaire est accessible, donc un webinaire que l'UPV a co-animé avec la direction du travail au mois de mars sur la mise en place du CSE, la mise en place pratique du CSE. Rappelez que c'est une obligation quand même depuis le 1er janvier 2020 que ce CSE soit mis en place, donc plus de DP, plus de comités d'entreprise. Et surtout, alors j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc c'est vraiment, oui, si, un point important, c'est que pendant la période de crise sanitaire, en fait, la période d'urgence sanitaire, les processus électoraux CSE ont été suspendus. Donc il est vraiment absolument indispensable aujourd'hui que les processus peuvent reprendre. Il est vraiment indispensable que vous ayez tous repris vos processus d'élection des CSE, s'ils étaient en cours avant le confinement ou s'ils ont été, si vous avez voulu les mettre en place au mois de juillet. Donc, si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, ne tardez pas à mettre en place vos comités. Parce qu'effectivement, je me permets juste de rebondir, on a des entreprises qui ont sollicité l'activité partielle, qui avaient lancé le processus. Pour ces dernières, elles ne seront pas taxées de faire entrave aux institutions représentatives du personnel. Elles avaient mis en place les premières étapes pour les élections. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter sur ces aspects-là. Mais reprenez effectivement l'ensemble des processus rapidement. Ok. A priori, il n'y a plus de questions. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Sinon, on va conclure. Non. Oui, il y avait peut-être juste une précision par rapport aux abandons de loyer sur la problématique de la TVA qu'on a évoquée ensemble tout à l'heure. Voilà, juste pour préciser qu'un abandon de loyer par un assujetti ne vaut pas encaissement. Donc, c'est que s'il y a une contrepartie directe ou indirecte qui aurait lieu à assujettissement à la TVA. Donc, dans le cas classique, il n'y aura pas d'impact. Je sais que on l'avait évoqué tout à l'heure. C'est juste une précision. Mais néanmoins, ce qu'on retrouve tant sur l'aspect social que l'aspect fiscal, c'est quelque part le droit à l'erreur et mettre en évidence sa bonne foi en cas de contrôle. L'erreur peut arriver, que ça soit sur l'aspect social ou l'aspect fiscal, mais lors d'une opération de contrôle, déjà faites-vous assister et mettez en évidence la bonne foi, parce que c'est ce qui primera dans l'ensemble des opérations de contrôle. Ça évitera les majorations. Non négligeable. Donc, dans tous les cas, il faut se préparer. Exactement. Donc, dans tous les cas, il faut se préparer. Écoutez, il me reste à vous remercier. Donc, écoutez, merci. Maître Carouillet et Maître Serra. L'UPV vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence le 22 septembre sur un tout autre sujet qui sera le dirigeant de TPE-PME, premier commercial de son entreprise. Et vous pouvez retrouver en replay le webinaire de ce matin sur la chaîne de l'UPV, viseo.com. Encore merci à vous. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.